Alors voilà, je vais vous parler des 5 questions qui tournent autour du journalisme d'investigation, c'est-à-dire le qui, le quoi, le quand, où, pourquoi et comment. Je vais commencer par le pourquoi. Je disais que je suis journaliste d'investigation depuis 11 ans et j'ai commencé par une formation en économie avec la fondation Thomson Reuters. Ils ont fait un appel à candidature pour une formation suivie d'un article dans le secteur minier. Au départ, je suis journaliste économique, mais j'ai voulu m'essayer à la formation. Donc, je suis allée à Dakar. J'ai fait une formation de 10 jours. Et après, on a créé le projet Richesse des Nations. Et à la fin du projet, on était, je crois, 16 journalistes à travailler sur des enquêtes. Et j'ai publié ma première enquête en 2014 sur le projet Fatal Extraction. C'est sur une mine australienne basée au Burkina Faso. Et les problèmes que j'ai évoqués, justement, c'était les licenciements abusifs de cette mine-là au niveau du Burkina. C'est de là qu'est née ma passion pour l'investigation, parce que ça m'a pris du temps. J'ai découvert qu'il y avait une autre façon de faire du journalisme, en dehors de ce que vous savez, ouverture, clôture de conférences, de cérémonies, ou en dehors des reportages terrain. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire de l'investigation. Et la question de où trouver l'information. Je sais que mes confrères ici, on leur a déjà posé la question plusieurs fois. Ce qui fait le journaliste d'investigation, c'est la curiosité. Parce qu'on s'interroge toujours, on pose des questions. L'exemple de cette enquête, c'est le questionnement que l'on se pose. Je prends un exemple. Au Kenya, ici, quand on venait à Nairobi, on a vu des routes en construction. Chez moi, au pays, il y a une route qui est en construction depuis 9 ans. Elle n'est toujours pas achevée, elle fait 5 km. Elle n'est toujours pas achevée, c'est toujours la même société qui travaille dessus. Et à chaque année, il y a un avenant, c'est-à-dire que l'on rajoute de l'argent au contrat et à la société pour qu'elle puisse terminer la construction de la route. Et pendant 9 ans, les médias chez moi ont fait des comptes rendus sur les retards de délai. Mais personne n'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est toujours la même société et pourquoi est-ce qu'on ajoute toujours de l'argent. Donc vous voyez, c'est ce genre de questionnement qui conduit à une enquête pareille. Au début, tu te poses la question pourquoi. Tu as une réponse, tu reposes encore une autre question pourquoi. Et par finir, tu sors un article. Celui-là, il a été primé à Accra, je crois lors des WAMECA, des West African Media Awards. Donc voilà un peu sur où trouver l'information. Il faut se poser la question, il faut être curieux, il faut regarder autour de soi et surtout il ne faut pas être en dehors de la population. Il faut vivre avec la population parce que elle vit les difficultés au jour et à force de discuter avec elle, vous avez vos débuts de sujet. Sur le qui et quoi, je vous parle des Panama Papers. C'est l'une de mes premières enquêtes collaboratives que j'ai eu à faire avec ICRG, avant même que je sois membre du consortium. Et j'ai travaillé sur, à l'époque, vous voyez Blaise Compaoré, c'est l'ancien président du Burkina Faso. Il a été président pendant plus de 20 ans, je crois, presque 30 ans. 27, presque 30 ans, merci. Et au niveau des Panama Papers, j'ai travaillé sur le pilote qui conduisait son avion privé et qui l'amenait dans ses voyages. Donc le choix de ce sujet-là s'est fait, pour moi c'était normal, parce qu'en tant que journaliste d'investigation, souvent aussi on cherche de l'audience. Donc travailler sur quelqu'un qui n'est pas connu, ça fait moins vendre et ça fait moins, enfin je vais dire, ça fait moins vendre que travailler sur quelqu'un qui est connu, même si ça rapporte des risques. Donc savoir sur qui on va travailler permet de savoir ce qu'on va dire
et ce qu'on va publier. Sur le quoi, je sais que vous savez, les Panama Papers, ça parle de blanchiment d'argent, de flux illicites. Et le Burkina Faso, c'est un tout petit pays avec un peu d'argent. Mais quand on s'imagine que dans ce pays, un pilote de président peut faire sortir 300 milliards de francs CFA, ça commence à interpeller. Donc on se dit, essayons de travailler dessus. Le comment. Ça, qu'est-ce que c'est? Thank you. Merci beaucoup. Alors, sur le quand et le comment. Là, c'est ma dernière enquête. C'est sur les Pandora Papers, ou ce que nous on appelle FinCEN Files. Cette enquête m'a permis d'avoir le 3e prix du PAGI, c'est le prix africain du journalisme d'investigation dans mon pays. Et cette enquête continue à me créer des problèmes dans mon boulot. Parce que, pour résumer, j'ai parlé d'une transaction bancaire entre une société burkinabé, une toute petite société burkinabé fictive qui n'existe pas, avec une société serbe. Vous voyez que c'est très loin entre le Burkina et la Serbie. Je ne sais pas si déjà il nous faut combien de visas pour y arriver. Donc, une société fictive au Burkina qui envoie de l'argent en Serbie, ça interpelle. Et ça interpelle encore plus quand on sait que cette société achetait des armes. Et c'est encore plus curieux quand on sait qu'au niveau du Burkina Faso actuellement, on fait face au terrorisme. Et que pour acheter des armes, il faut un mandat de l'État. Donc, aucune société privée n'a le droit d'importer des armes au Burkina Faso, malgré le terrorisme. Et j'ai quand même découvert que cette société, privée et fictive, a réussi à non seulement envoyer de l'argent, à importer des armes au niveau du Burkina Faso et des armes qui sont utilisées dans la lutte contre le terrorisme par des sociétés privées ailleurs. Enfin, des autres sociétés privées. Donc, le comment, c'est pour vous dire que cette enquête, ça m'a pris un peu moins d'1 an. C'est la moyenne, c'est entre 9 mois et 1 an. Cela dépend de l'inspiration, du travail et des difficultés. Mais quand vous avez une information pareille, avec ICIG, vous savez, il parle de base de données. Il ne vous donne pas un énorme document avec tout écrit dessus. La base de données, c'est peut-être 20 millions d'informations, un peu plus. 20 millions d'informations en anglais pour une journaliste francophone. Et souvent, il y a des informations en espagnol. Donc, c'est 20 millions à éplucher, à lire et à trouver un sujet. Donc, on trouve un sujet. Moi, j'ai trouvé le nom de la société et j'ai vu qu'elle était basée au Burkina Faso. Étant journaliste économique, je ne me vante pas, j'ai un petit regard sur les sociétés et les entreprises dans mon pays. Et je ne connaissais pas le nom de cette société. Donc, j'ai d'abord commencé par chercher qu'est-ce que la société fait, qui elle est, quand est-ce qu'elle a été créée, quel est son chiffre d'affaires, qui sont ses employés, avec qui elle travaille, et si elle est reconnue ou pas. Et ça m'a amené jusqu'à son directeur, qui est un franco-libanais, connu au niveau de l'Afrique de l'Ouest comme étant le fournisseur principal d'armes aux sociétés de gardiennage privé. Donc, le comment d'une investigation commence par un petit bout. Ensuite, on a la recherche préliminaire, ça peut prendre 2 mois, 3 mois. La phase la plus difficile, souvent, c'est quand on essaie de confronter notre source. Je m'explique. Quand vous avez un article comme ça, étant journaliste d'investigation, vous avez le devoir d'interpeller la personne qui est incriminée, de lui dire, voilà ce que j'ai contre votre société et contre vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Et ce moment, non seulement il est crucial dans la rédaction de l'article, mais il est aussi risqué, parce que l'on s'expose. Donc, on n'a pas encore publié l'enquête,
mais on donne le droit à la personne interpellée de se justifier. Du coup, la personne sait qu'on a des documents contre lui, qu'on va les publier, et du coup, on devient sa cible. Donc, commencent les harcèlements, les menaces et les suivis. Je crois que j'ai été suivie de chez moi, les filatures, voilà. J'ai été suivie de chez moi au bureau pendant 1 mois, harcelée au téléphone et d'autres menaces. Je me fais le devoir d'occulter. Donc, au-delà de cela, ça m'amène à la sécurité du journaliste. Et bien sûr, aux risques que j'ai déjà précités. Ils ne sont pas, c'est pas tout, mais là, vous voyez, pour l'enquête sur les Pandora Papers, ils sont allés jusqu'à donner de l'argent à beaucoup de personnes pour supprimer l'article sur le net. Donc, soit on supprime l'article sur le net, soit dès la publication du journal, ils rachètent tous les journaux. Du coup, il n'y a plus de journal en ligne, il n'y a plus de journal disponible sur le marché. Donc, l'information ne sort pas. Et je peux interpeller Moumar parce que je crois qu'il a republié encore et encore mes enquêtes. On le supprime sur un site A et grâce à la famille Senozo et ICAG, il republie ailleurs dans d'autres pays, juste pour que l'histoire ne soit pas oubliée, qu'elle existe toujours. Mais à chaque fois qu'on a essayé de le republier sur notre site web personnel, enfin privé au niveau du service, le site a été hacké. Encore et encore. Et jusqu'à présent, mon patron a décidé de ne plus le publier. Juste voilà, pour des raisons, ça dépend. Donc, ça c'est les risques. Et la sécurité, c'est, en tant que journaliste d'investigation, comme je vous disais, c'est notre plus grande motivation de ne pas être seul. C'est ça aussi qui nous permet de sécuriser notre travail, d'avoir un binôme à qui on dit le matin, ça va, je suis en vie. À midi, ça va, ma journée s'est bien passée, je suis en vie. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Ce n'est pas simple d'être journaliste d'investigation. Comme je vous dis, la motivation, c'est privé et personnel. Mais je dois vous dire qu'en tant que femme, journaliste d'investigation et mère, ça doit être un tout petit peu plus dur. C'est un peu plus difficile parce que du côté social, c'est un choix que l'on fait d'avoir moins de parents, de voir moins de personnes, de se protéger parce que aujourd'hui je peux enquêter sur quelqu'un de ma famille. Comme on dit, chez nous, le journaliste d'investigation n'a pas d'amis. Dans ta famille, aujourd'hui, si quelqu'un fait une transaction douteuse, s'il est corrompu, tu parleras de lui. Et si tu le sais, la personne le sait, donc tu n'as pas d'amis. Tu n'as que ton cercle restreint. Ton mari, à qui tu ne peux pas dire sur quoi tu travailles, parce que tu le protèges, lui, tu protèges les enfants. Donc ton mari, il est mis dans une chambre à part, fermée, et toi, tu vis dans une autre chambre à part. Je ne me présente jamais sous mon nom de femme mariée. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez moi au Burkina, la femme, c'est le nom de son mari. Et quand tu ne te présentes pas sous le nom de ton mari, la belle famille, ils n'aiment pas ça. Ils ne comprennent pas. Donc, voilà, c'est des problèmes que j'affronte régulièrement depuis 11 ans. J'essaie de dépasser ça. Mais je crois que je vais pas arrêter de faire de l'investigation, rien que pour ces barrières-là, parce que derrière, j'ai une grande famille qui soutient.